Alors, mes chers collègues, bien, nous allons reprendre nos travaux avec l'audition de Madame Marie-Françoise Maret, qui est présidente de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Hadopi. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet a été créée, je le rappelle, par la loi du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la création sur Internet, dite Hadopi 1, qui la qualifie d'autorité publique indépendante. Cette loi instaure la réponse graduée en matière de lutte contre le piratage sur Internet, en particulier par des outils d'échange peer-to-peer, et on confie l'application à la nouvelle Hadopi. Et cette dernière reprend en fait les missions précédemment dévolues, je le rappelle, à l'autorité de régulation des mesures techniques, ARMT, qui a été créée sur une initiative sénatoriale dans la loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Alors la Hadopi est composée de 2 organes distincts, le collège composé de 9 membres nommés par le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, les ministères concernés et le Parlement. Ce collège est renouvelé par tiers tous les 2 ans et présidé depuis l'installation de la Haute Autorité par vous-même, Madame, magistrat de la Cour de cassation, élue par vos pairs. Le collège a la charge de mettre en œuvre les missions confiées par la loi à l'institution, à l'exception de la réponse graduée. Et puis, il y a également l'autre deuxième organe, qui est la Commission des protections des droits, qui est présidée par Mireille Imbert-Carretta, qui est composée de 3 magistrats, respectivement issus de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Et cette commission a, indépendamment du collège, la responsabilité de la réponse graduée. Les missions de la Haute Autorité définies par la loi du 12 juin 2009 précitée, précisées par la loi du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite Hadopi 2, sont triples. J'imagine que vous nous les exposerez en détail. Voilà ce que je voulais rappeler en préambule. En tout cas, comme la loi le permet, je rappelle que votre audition va faire l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qu'il sera diffusé en version papier et sur le site Internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public et à la presse. Elle fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, vous connaissez le formalisme des commissions d'enquête qui me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie beaucoup, madame. Selon l'usage habituel, je vais vous proposer maintenant donc que vous nous fassiez part de vos observations, on va dire durant une dizaine de minutes, si vous voulez. Après quoi, notre rapporteur, Jacques Mézard, et les membres de la commission qui le souhaitent vous poseront toutes les questions. Voilà, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur et Mesdames les commissaires, je tiens d'abord à vous dire grand merci de nous recevoir, parce que je trouve que ces rencontres sont toujours très enrichissante. Pourquoi? Parce que déjà, au sein de l'Hadopi, c'est un moment qu'on prend pour encore approfondir la réflexion qu'on peut avoir sur notre institution, et c'est vrai que ça nous apporte énormément. Et en plus, je pense que ce contrôle que vous exercez est absolument indispensable pour notre institution elle-même, parce qu'elle nous permet également de progresser dans la réflexion et dans les actions qu'on peut mener. Alors, je voudrais vous présenter effectivement très rapidement l'institution que je préside. Et excusez-moi, mais je n'ai pas l'éloquence de certains de mes homologues, donc je vais parler extrêmement simplement. simplement. Là-depuis, d'abord, je pense que quand on aborde ce problème, faisons un peu d'historique. Pourquoi a-t-on créé cette autorité indépendante? Eh bien, on est parti d'un constat de l'ampleur du piratage était telle que les pouvoirs publics ne pouvaient pas s'en désintéresser. Ils ne s'en désintéressaient d'ailleurs pas, mais c'était devenu tellement important qu'il fallait faire quelque chose. Seulement, quand on dit faire quelque chose, c'est pas faire n'importe quoi. Donc, effectivement, il a fallu une période de maturation et on s'est demandé comment réagir
face à ce phénomène qui ne concernait pas que les délinquants habituels, j'allais dire ceux qu'on reçoit systématiquement devant les tribunaux, mais qui concernait également des gens qui généralement sont respectueux de la loi et qui se mettaient effectivement à pirater. D'ailleurs certains, je dois le dire, sans en avoir parfaitement conscience. Or, quels étaient les outils dont on disposait? Eh bien, le premier outil, c'était la contrefaçon. Contrefaçon, 3 ans d'emprisonnement ferme, 300 000 euros d'amende. On sent bien entendu qu'on est dans des sanctions qui ne sont absolument pas adaptées à l'utilisateur lui-même. Alors, je me souviens effectivement que dans la loi de 2006, déjà, il y avait une obligation. Et cette obligation était passée quelque peu inaperçue. C'est l'obligation pour tous les abonnés Internet de veiller à ce que leur connexion ne serve pas à des usages illicites. Et cette obligation n'était assortie d'aucune sanction. Et j'ai honte de l'avouer, mais même le magistrat que j'étais n'avait pas pris fortement conscience de cette obligation. Et on est parti de cela. On est parti de cela pour dire, après tout, on a déjà la RMT. Alors pourquoi ne pas confier à une autorité indépendante le soin de surveiller ce qui peut se passer, et en particulier, ça a été la construction de la riposte graduée. Alors la riposte graduée, c'était très simple. L'autorité indépendante allait pouvoir prononcer non seulement une amende, mais également parfois une coupure d'Internet au bout de 3 mises en demeure. C'était déjà quand même quelque chose d'important. Seulement le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel en a jugé autrement. Pourquoi? On reconnaît que les droits de propriété intellectuelle sont des droits fondamentaux, ce qui déjà nous réjouit, nous qui sommes très sensibles à tout ce qui est création. Mais la liberté d'expression et la liberté d'opinion lui prévaut en quelque sorte, en ce sens qu'une coupure d'Internet porte forcément atteinte à cette faculté, à cette liberté qu'on a de s'exprimer sur un moyen, un mode qui a été largement répandu. Et ça, cette atteinte est telle que seul le gardien, j'allais dire, naturel des libertés, qu'est le juge, peut intervenir. Et c'est pour ça qu'on est passé de la riposte graduée à la réponse graduée, en conservant à cette autorité administrative indépendante j'allais dire, la préparation, c'est le pré-pénal en quelque sorte. Et il allait avoir la faculté de renvoyer les dossiers devant le juge lorsque véritablement on allait se trouver devant un cas flagrant. Et alors, j'allais dire, mérite du Sénat, mais oui, bien entendu, c'est que la lutte contre le piratage, c'est bien, mais à partir du moment où on disait aux gens, écoutez, il faut que vous fassiez du légal. Très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre volet? C'est le développement de l'offre légale. Et le développement de l'offre légale, il ne peut pas être confié, c'est vrai, à une autorité administrative indépendante. C'est quand même les acteurs privés qui ont, j'allais dire, les clés en main. Aussi, a-t-on ajouté des missions extérieures, des missions parallèles, c'est encouragement au développement de l'offre légale. Et quand on parle, je me trompe peut-être, mais quand on parle d'encouragement au développement de l'offre légale, c'est surtout pour permettre de susciter des conditions qui permettront un développement de cette offre légale. Donc ça s'adresse beaucoup plus d'ailleurs aux utilisateurs. On va essayer de permettre cette explosion de l'offre légale pour pouvoir faire une espèce d'équilibre. Alors il n'y a pas que ça, offre légale, il y a également l'observation, parce qu'on s'est aperçu qu'on manque, et c'était une véritable carence d'informations précises sur ce qui se passe. Et Dieu sait si Internet, même en 2010, quand on compare l'Internet de 2010 avec celui d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est presque à l'âge préhistorique. J'exagère quand même un peu, parce qu'il était déjà quand même bien implémenté par rapport au comportement actuel, avec bien entendu la publication d'indicateurs, le développement aussi d'une certaine pédagogie. Et on rattachait ce qui était naturel, puisqu'on l'avait déjà dans la RMT, les fameuses
mesures techniques, la régulation des mesures techniques. Et ça, je pense que ça faisait finalement un équilibre. Alors, quand le 8 janvier 2010, j'ai l'impression d'être déjà très très loin, je suis rentré dans les bâtiments que le ministère de la Culture avait loués pour nous en prévision de notre installation, il n'y avait rien. Il n'y avait que quelques bureaux, quelques chaises, un vieil ordinateur qu'on m'avait donné parce qu'effectivement j'avais quand même besoin d'avancer dans mes travaux. Quoi qu'il en soit, j'étais bien seul, et il a fallu construire toute cette autorité, ce qui fait que finalement, nous avons lancé la première recommandation, ce qui, à mon avis, était déjà un exploit, le 1er octobre 2010. Et nous sommes véritablement devenus opérationnels en 2012, lorsque peu à peu tout s'est construit. Alors je rappellerai que la loi est ce qu'elle est. Il a fallu quand même 14 décrets pour nous permettre d'être vraiment opérationnels, ce qui est quand même déjà très très important. Voilà, si vous voulez, l'historique. Voilà la naissance de la DEPI. Voilà tel que je l'ai vécu le 8 janvier 2010. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour vous le présenter et que vous allez être beaucoup plus intéressés à me poser des questions auxquelles je m'efforcerai, dans mes modestes moyens, de vous répondre.